Bonsoir à tous, merci de nous suivre ce vendredi. Vous êtes sur RTI 1. Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria, en visite officielle en Côte d'Ivoire depuis mercredi, a quitté Abidjan cet après-midi. Pendant son séjour, elle a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien. Un dîner a été offert en son honneur dans la soirée d'hier au palais présidentiel. La double médaillée d'argent du dernier championnat du monde d'athlétisme de Londres, Marie-Josée Talou, a été reçue aujourd'hui par le chef de l'État. Elle a été élevée au rang de commandeur de l'Ordre du mérite sportif ivoirien. Marie-Josée Talou a reçu une enveloppe de 40 millions de francs CFA. Cérémonie de clôture du 7e forum sur la Révolution verte. Une rencontre organisée par l'AGRA, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Elle s'est ouverte le 4 septembre dernier à Abidjan, son but étant de promouvoir le développement économique du continent par l'agriculture. Direction Mbayakro, dans le centre du pays, le gouvernement ivoirien y a construit une infrastructure innovante en matière de gestion des eaux. Un barrage à ballon gonflable. La plus grande zone de production risicole a ainsi pu tripler ses productions. Un exemple de réussite quand on sait que 70% de la riziculture ivoirienne est dominée par le riz pluvial. Cheikh Koné et Adama Koné. Au cœur de Mbayakro, dans une plaine risicole de 400 hectares, le gouvernement ivoirien a initié un projet d'aménagement hydro-agricole autour du fleuve Nzi, un affluent qui alimente les grands casiers de riziculture dans la région. Cet ouvrage de régulation est appelé barrage à ballon gonflable. Troisième du genre en Afrique, après celui de l'Afrique du Sud et de l'Égypte, ce barrage a une fonction hydraulique essentielle. Ce barrage est un barrage gonflable. Un barrage en caoutchouc. Bon, en anglais, on dit rubber dam. Parce que c'est un caoutchouc qu'on a installé sur du béton. Mais ce béton-là a été coulé depuis le fond de la rivière. Au cours de la saison sèche, les ballons sont gonflés pour avoir suffisamment de l'eau en amont pour assurer l'irrigation des cultures. Pendant la saison des pluies, c'est-à-dire en période de crue, c'est le processus inverse. Les ballons sont dégonflés pour laisser passer l'eau. C'est différent des autres barrages où on fait une digue. On fait une digue, on barre l'eau et il peut y avoir des inondations. Ici, si on avait fait cet investissement comme ça, l'eau allait inonder les villages jusqu'à Fetekro, c'est-à-dire vers Boaké, à 80 km d'ici. L'État, à travers cet ouvrage, veut réduire la dépendance de la pluviométrie dans la production risicole afin de parvenir à 3 cycles de récolte en lieu et place d'un seul cycle pratiqué par la plupart des riziculteurs. En effet, la production nationale de riz dépend à plus de 70% du riz pluvial, contre 20% du riz irrigué et 10% du riz inondé. La maîtrise de l'eau à travers ce barrage est pour les riziculteurs de la région une aubaine. C'était le riz inondé qu'on faisait, mais qu'on n'arrivait même pas à produire. Parce que quand tu as trop produit au cours d'une année, c'est même pas sûr qu'on atteigne 1 tonne. Mais aujourd'hui, le barrage nous permet de cultiver de façon intensive le riz. Donc avec une petite surface, vous produisez beaucoup. Par contre, avant on faisait grand, mais on produisait moins. L'infrastructure, doublée d'un pont, désenclave la zone de Mbayakro et 7 autres villages environnants. Elle a coûté au total 14 milliards de francs CFA, soit 6 milliards de francs CFA de la Banque ouest africaine de développement, la BOAD, 5,5 milliards de francs CFA du fonds koweïtien et 2,5 milliards de francs CFA de l'État de Côte d'Ivoire. Dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, on peut faire ce genre d'investissement. On va nous dire simplement que avec l'électricité, ça va être cher. Mais ça, c'était la première expérience. Aujourd'hui, on peut initier ce genre d'opération, mais avec l'énergie solaire. L'objectif majeur de l'État est d'atteindre l'autosuffisance en riz à l'horizon 2018. L'acquisition de telles infrastructures est un signal fort. Reste donc à dupliquer ce modèle de développement dans les autres régions productrices de riz. Un reportage signé Cheikh Koné et Herman Guivé. L'ambiance est toujours tendue à Lomé, au Togo. L'opposition réclame des réformes constitutionnelles. Pas de grand rassemblement aujourd'hui, contrairement aux 2 derniers jours. La vie a repris au centre-ville. Mais les leaders de l'opposition ne sont pas tous sur la même ligne. Les revendications ont évolué pour certains qui appellent au départ pur et simple du président Faure Gnassingbé.
Un séisme de magnitude 8.2 a frappé le sud du Mexique dans la nuit d'hier, au moins 32 morts. À Mexico, les habitants ont fui leur logement pour se réfugier dans la rue. Le Mexique est situé sur un point de rencontre entre 5 plaques tectoniques et enregistre une forte activité sismique. Les autorités mexicaines ont donc renforcé la réglementation en matière de construction et développé un système d'alerte à l'aide de capteurs installés sur les côtes. Le nombre de Rohingyas ayant fui les violences en Birmanie a atteint 270 000 personnes en 2 semaines. Le HCR et l'ONU tirent sur la sonnette d'alarme. Ils s'inquiètent des capacités d'accueil du Bangladesh face à l'afflux de réfugiés dans ce pays voisin. Voilà, merci de votre attention. Je vous retrouve à 20 h pour le journal de RTI 1.